Voilà, on va finir parce qu'il y a eu ce quart d'heure comme voilà, ce quart d'heure où il fallait que voilà, tu avais ce besoin de t'exprimer par rapport à ce thème-là. Maintenant, Oui, bien sûr. passons aux dernières questions. Et tâchons d'être plus concis. Parce que tu as vu, Oui, non, depuis mais tout à là, l'heure, on se dit, c'était une voilà, parenthèse. voilà, c'est une C'était une parenthèse. C'est ça. parenthèse. Co- co- C'était une parenthèse, mais il était important que je m'exprime Mhm, parce que je m'étais jamais exprimé depuis 1 an et demi sur ce qui s'était passé. mhm. Et quand tu me mets Balancer Kelly, ça me fait revenir que je devais. Et pour ceux qui nous écoutent, c'est important qu'ils sachent. En fait. Ok, pas de souci. Maintenant, c'est comme on dit, disons-nous les choses. Euh, Ton grand frère, Abobé, on sait que Oui. c'est un personnage charismatique. Tu nous as un petit peu tout à l'heure signifié son parcours. Mhm. Voilà, il a son parcours et tout ce qui va avec. Est-ce que toi, en tant que petit frère, quand on sait qu'on a un grand frère tel que celui-ci, est-ce que tu Mhm. fais partie de ces petits frères qui n'ont pas souffert du fait d'être peut-être des fois dans l'ombre de leur grand frère? Absolument pas. Parce qu'il fait Mhm. partie des personnes qui m'ont mis le pied à l'étrier et Mhm. que je ne serais pas là aujourd'hui sans lui. Absolument pas. Mhm. Ok. Monsieur Mais Spike absolument Lee. pas. Mhm. Vas-y, Déjà, vas-y. Je t'en absolument prie. pas. Ok. Absolument pas. Monsieur Spike Oui, Lee, on sait que c'est un personnage qui est très important pour toi. On sait exactement. que voilà, dans ses œuvres, Do the Right Thing, que ce soit Malcolm X, qui je crois le film que j'affectionne le plus, Mhm. que représente Spike Lee pour toi à cette heure? C'est quelqu'un qui m'a permis de découvrir le cinéma. Mhm. Voilà. C'est quelqu'un qui fait partie aussi, qui fait partie aussi au même titre que Chuck D de Public Enemy. Mhm. Ces deux-là m'ont permis de structurer ma pensée. Spike Lee, Mhm. ses interviews sont aussi intéressantes que ses films. Ok. Parce que c'est bien de l'écouter. Hein, Mhm. l'écouter. Et moi, je l'ai écouté quand j'avais 15-16 ans et j'adorais la manière dont il s'exprimait, les punchlines et tout. Je voyais le mec direct, j'ai dit, OK, lui, je le suis. Mhm. Et la chance que j'avais avec Spike Lee, c'est qu'il faisait un film par an. Donc j'étais au Mhm. minimum une fois par an au cinéma pour voir les films de Spike Lee. Donc, voilà. Ok. C'est quelqu'un qui a transformé le regard des Noirs dans le cinéma à Hollywood. C'est C'est qu'il clair. arrive à une époque très charnière où il y a quasiment pas, où les Noirs ne sont pas représentés de manière sérieusement, dignement, avec un vrai message. Et lui, en plus, il a su associer l'image et le message et l'image. C'est Mhm. quelqu'un, tu vois, moi, quand j'associe Spike Lee, j'associe Public Enemy et Michael Jordan et Air Jordan. C'est lui qui Mhm. popularise la Air Jordan que tout le monde achète aujourd'hui. C'est Oui, c'est grâce clair. Mais au pub de on- Spike Lee, au pub de Spike Lee sur la Air Jordan à la fin des années 80 que Michael Jordan, le basketteur, prend une autre dimension et sa chaussure de sport aussi. Voilà. on le voit C'est quelqu'un dans qui, on le voit dans le on voit dans le doc documentaire de Netflix, The Last The Dance. Last C'est Dance. quelqu'un The de Last très Dance, on important. voit tout à fait. C'est quelqu'un de Mhm. très important pour moi parce que c'est grâce à lui que je me suis intéressé au cinéma. Et du coup, il y a une bonne question de. Enfin, il y a deux remarques auxquelles tu vas répondre de manière très concise. Euh, le chroniqueur du gouffre, me semble-t-il, les chroniqueurs du gouffre, Spike Lee, c'est juste le cinéma ou le cinéma d'une certaine vision qui l'a changé, selon toi? Il a changé l'image des Noirs dans le cinéma Mhm. afro-américain, dans le cinéma d'Hollywood. Sans Mhm. lui, il n'y a pas Black Panther. Black Panther, c'est 30 ans, c'est la conclusion de 30 ans de lutte d'une meilleure Mhm. représentativité des Noirs dans le cinéma à Hollywood. Et celui qui insuffle cette nouvelle donne, c'est Spike Mhm. Lee. S'il n'y Mhm. a pas Spike Lee, il n'y a pas John Singleton, il n'y a pas tous ces réalisateurs noirs, il n'y a pas tous ces films sur le hood que vous aimez. C'est grâce à Spike Lee, c'est à partir de Spike Lee que Hollywood comprend qu'il mise sur des jeunes réalisateurs afro-américains. Avant Spike Lee, le cinéma afro-américain n'existait quasiment plus. C'était que Eddie Murphy qu'on voyait à la télévision, qu'on voyait dans les salles, et que les seuls rares films afro-américains qui sortaient, c'était des niches dans des petits circuits, qui ne quittaient même pas leur territoire. C'est Spike Lee permis le renouvellement du cinéma américain, la nouvelle vague de réalisateurs noirs américains qui sont au début des années 90. S'il n'y a pas Spike Lee, il n'y a pas tout ce monde-là. Il n'y a pas Black Non, il n'y a Panther, pas. il n'y a pas Regina King, il n'y a pas Denzel Washington, Ouais, Denzel, la Samuel L. ceinture, Jackson, il y a pas ouais, tout ça Samuel là. Jackson, il n'y a pas Ouais, ouais. Wesley Snipes, il n'y a pas. Mhm. Voilà. Est-ce Angela que, est-ce, Bassett.
Alberi, je pense citer Martin Lawrence, je pense citer mais Et, tout. C'est le cinéma noir américain n'est pas ce qu'il est aujourd'hui. le meilleur film de Spike Lee pour toi? Do the right thing. Ok, Samba Doucouré, ça c'est sa question. Ouais, il le sait en plus. Pourquoi il me pose la question? Voilà, je sais. Ouais, bah, tu connais, il veut qu'on le, il voulait l'entendre. Ah, il voulait entendre cette question. T'as vu aujourd'hui en France, il y a l'acteur Sans noir Spike Lee, il n'y Omar a pas Sy. Mathieu même en France, hein. Sans Spike Lee, il n'y a pas Mathieu Kassovitz, il n'y a pas, Julien Richer, il n'y a pas même Lajli, il est dans l'affiliation. Donc tu vois, Mhm. donc c'est ça. Donc sans Spike Lee, Regarde, aujourd'hui, Kassovitz, il n'existe pas. C'est tout. aujourd'hui en France, il y a La qu'un seul haine, ça Omar Sy. n'existe pas. Il y a qu'un seul Omar Sy, acteur noir reconnu. Et il y a, on va dire, il y a aussi, en tant que l'actrice noire, pas aussi reconnue que Omar Sy, il n'y a qu'une seule, Aïssa Maïga. Comment tu l'expliques? Est-ce que tu penses que d'autres vont émerger avec le temps? Mais après, il y en a, bien sûr, il y en a. Il y en a d'autres qui Il y en a émergent. d'autres. Mais non, mais qui, je veux dire, est-ce qu'il y en a plein d'autres qui vont émerger selon toi, ou est-ce qu'il va toujours avoir ce blocage, selon toi? Non, Après, mais comme dit Samba Doucouré, c'est pour le public, ça. ouais, non, mais il y en a. euh, non, mais il y en a. J'ai perdu un peu le fil. Il y en a. Non, il y en a qui émergent. Après, il n'y a pas de place pour tout le monde. On est dans le cinéma Mhm. français. Mhm. Donc, voilà. Et du coup, il y a Après, Case Loom qui. c'est à nous de créer nos propres stars. Mhm. C'est tout. Le cinéma afro-américain, ils ont créé leurs propres stars. C'est Ils ont clair. fait un cinéma en dehors du système. Mhm. Tu vois, Spike Lee, il est en dehors. Quand ces films à Spike Lee, c'était pas des films qui étaient à Hollywood. Hein. Il finançait lui-même ses films. Il allait chercher l'argent à Hollywood, mais voilà, Mhm. il finançait lui-même ses films. Voilà. Donc, oui, Et, il y a Omar Sy, Aïssa Maïga, mais il n'y a pas de place pour tout le monde. Mais il y a d'autres qui émergent. Hein. Karidja Touré, elle émerge. mhm. Mais il y a Thomas Guinjol, il y a Fabrice Eboué, il y a Lucien Jean-Baptiste, il y en a plein. Il y a Eric Ebouané Mhm. qui font leur parcours. C'est clair. Après, Mhm. oui, Omar Sy, c'est bankable, c'est comme Will Smith qui est bankable et Denzel Washington qui est bankable. Hein, ça n'empêche pas les autres. Et du coup, Case Loom, il nous dit qui était le modèle de Spike Lee, du coup. Melvin Van People, Oscar Michaud, Mhm. Martin Scorsese. Mhm. Voilà. Et j'ai voilà, mes 4 dernières questions à te poser. Ouais, Ton vas-y. top 5 des meilleurs réalisateurs africains. Africain Africains, ouais. Il y en a beaucoup qui sont décédés. Hein. Et Mhm. beaucoup ces 2, 3 dernières années. Medondo, Mhm. Idrissa Ouedraogo, Mhm. euh, Sam Ben Ousmane. Mhm. Euh, Qu'africain, hein, tu me dis. Pas de la diaspora. On Mhm. exclut les anglophones. Hein. Qu'africain. Donc, je t'en. Souleymane Cissé. Mhm. 5. Je crois beaucoup en un réalisateur, un de la nouvelle génération. Mhm. Il a fait un premier long qui s'appelle Nogoshi. Je crois beaucoup en Toumani Sangaré. Je Mhm. pense que Nogoshi, c'est un film atypique, c'est un ovni, mais on a besoin de ce genre de film. Je crois, j'ai vu son film. J'aime beaucoup son Mhm. film. Tu vois, il fallait que je cite quand même quelqu'un. Il n'y a pas de femme. Franchement, on va me reprocher. Mhm. Mais Et attends, j'ai pas fait. Toumani Sangaré, ouais. Ok. Et ton top 5 des meilleurs réalisateurs afro-américains. Bon, ça fait. Je mets Spike Lee. Mhm. Je mets. Euh, je mets John Singleton. C'était très Mhm. important, John Singleton. Mais Barry Jenkins, la nouvelle génération. Mhm. Je mets une réalisatrice qui s'appelle Dee Reese.
Une réalisatrice afro-américaine à suivre. Elle a fait Mudbound, elle a fait Paria. Là, c'est un peu vautré avec son dernier film parce que c'est une commande de Netflix et puis c'est pas elle. Et après, je mettrais quand même, je mettrais Ava DuVernay. Je mettrais Ava DuVernay. Même si je reproche un peu, tu vois, son dernier long métrage chez Disney là, un raccourci dans le temps qui est pour moi qui est très mauvais. C'est mais elle a un gros potentiel. Pour moi, tu vois, j'aurais même pu rajouter Jordan Peele, mais je voulais quand même mettre des femmes parce que c'est important de mettre des femmes noires. Je ne les ai pas mis sur le cinéma africain. Mais Claire va me gronder, tu vois. Claire va me... Ah, mais là, il y a du. Ouais, mais il n'y a pas de femmes, tu aurais pu citer tout truc. Tu sais quoi, j'ai un rapport particulier avec le cinéma africain. Pourquoi ? Parce que j'ai pas vu tant de films de ça par rapport à mon adolescence. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, c'était très difficile d'aller voir des films africains. Quasiment aucun ne sortait dans les salles. Et moi, comme je suis en province, j'allais voir les films qui sortaient. La chance que j'ai eue, c'est que Spike Lee arrivait même jusqu'à mon petit village, tu te rends compte ? Parce que dans la petite ville, le mec, il y avait une salle de cinéma et la personne était très cinéphile. Donc je lui disais, ouais, t'es cinéphile, mets du Spike et tout. Donc il mettait, tu vois, salle 1, c'était cinéma grand public. Salle 2, c'était film indépendant. Donc voilà. Ok. Tyler Perry, je salue l'entrepreneuriat, mais le réalisateur, c'est une catastrophe, ces films. Madea et compagnie, c'est une catastrophe. C'est mal réalisé, c'est mal joué, c'est pas du cinéma, c'est de la telenovelas, c'est du cinéma fast-food. Tyler Perry, respect pour tes studios, respect pour tes en tant que producteur, tout ce que tu as fait pour le cinéma derrière en tant qu'entrepreneur, mais en tant que réalisateur, scénariste, mon gars, c'est pas à faire. À ne pas faire. Les frères Hughes. Les frères Hughes, excellents dans la mise en scène. Mon film préféré des frères Hughes, c'est Dead Presidents. Je sais pas si vous l'avez vu. Oui, moi je l'ai vu. J'adore ce film. Après, ils n'en ont pas fait beaucoup. J'étais pas trop fanat de Menace to Society, paradoxalement. Ah bon? Ouais. Pourtant, je sais que c'est un film qui nous a impacté. Je sais, ouais, vous, ça vous a impacté, moi non. Ah ouais, moi, de non, malade. J'étais pas trop fan. Non, mais la mise en scène, j'ai pas été trop fan. Moi, je préfère Boys in the Hood, qui est pour moi beaucoup plus réaliste. Et alors, tellement réaliste que c'est le seul film qui a déclenché des émeutes aux États-Unis, à Los Angeles. Mais tu sais que pour moi, Menace to Society est plus réaliste que Boys in the Hood. Et je m'explique pourquoi. Parce que nous, à l'époque, après moi, je t'en parle pas par rapport à mon époque, c'est-à-dire, c'est sorti en 93. Nous, dans les quartiers, on n'avait jamais eu cette réalité en direct live des quartiers aux États-Unis. Et on a vu quelque chose qui nous a tous marqué, c'est la manière dont les mecs s'habillaient. Par exemple, même comment dire, après ça a été traduit en français, hein, mais négro, comment tu vas négro, baisser son pantalon, marcher d'une telle manière, courir d'une telle manière. Ça fait du mal. Ça fait du mal de le voir en VF, VF et qu'on vous traduise niggas par négro, parce que c'est pas ça la traduction. C'est ça. Et t'as vu, Menace to Society, même si tu sais que c'est pas ça la traduction. C'est quoi la traduction? Tu sais que niggas, ça se traduit pas négro. Nigga, le terme, ça se traduit, c'est très péjoratif, c'est pour ça qu'il est bipé. En gros, on le traduit, ça se traduit par sale nègre. D'accord. Mais les Noirs, tu vois, les Noirs l'utilisent, ça se traduit par sale nègre. Quand tu vois niggas et quand tu as négro, c'est pas la traduction. La traduction, c'est pour ça que les Blancs ne peuvent pas se permettre de le dire. Tu vois, et ça dépend qui le dit, qui dans le contexte, mais c'est une insulte, en fait. Ok, d'accord. Tu m'auras appris quelque chose. C'est une insulte. Même négro, comme le terme négro, c'est une insulte aussi. Mais normalement, quand on doit bien traduire niggas, c'est sale nègre. Et je sais que ce film-là a impacté et a fait beaucoup de mal. Je vais dire un truc. Il a fait beaucoup de mal. Moi, dans ma génération, ce film, en fait, il a fait le plus gros mal il aurait jamais dû sortir. C'est-à-dire que les histoires de baisser son pantalon, les histoires de s'appeler négro, les histoires de se
après t'as vu, en soi, c'est pas un mal de fou, c'est-à-dire de porter les noms qu'il y avait dans Menace Society, Kenny, Awax, le fait mais vous avez tous vu, ta génération, vous avez tous vu Menace to Society avant de voir, c'est-à-dire que avant de voir Boys in the Hood. Si, on a vu Boys in the Hood avant. On a vu Boys in the Hood avant. On a vu Boys in the Hood, mais le truc c'est Boys in the Hood, en fait, parce qu'il n'y a pas assez de tuerie, en fait. En fait, non, même pas, c'est même pas ça. C'est que, en fait, Boys in the Hood, quand on l'a vu, nous on l'a vu trop tard. Quand on l'a vu, parce que Boys in the Hood, il a été réalisé en quelle année déjà? 89 ou 90, c'est ça, ou 91. Et en fait, le style et la musique qu'il y avait dans Boys in the Hood, en fait, nous, il est arrivé trop tard, ce film. Il est arrivé carrément un petit peu avant Menace Society. Nous, on l'a vu, les gars de ma génération, on l'a vu peut-être en 92. Juste un peu avant Menace Society. Et du coup, au niveau du style et au niveau de la manière dont les mecs se comportaient, pour nous, c'était plus nos grands qui étaient comme ça que les mecs de notre génération à nous. Parce que même la musique, elle était, il y avait de la New Jack Swing, il y avait tout ça. Nous, le 93, qui était déjà à l'époque de Doggy Style, qui était déjà à l'époque du Wu-Tang, et de la West Coast, de Dr. Dre, tout ça. Et du coup, ça nous a impacté tout de suite. On a dit, frère, là, ça nous touche tout de suite. Ouais, le style vestimentaire de Boys in the Hood. Ouais, le style vestimentaire ne correspondait pas avec... Ah ouais, il correspondait pas. C'était avant, c'était un style d'avant. Comme je te dis, Boys in the Hood, c'est le seul film aux États-Unis qui a déclenché des émeutes. Ouais, je comprends. C'est pas Menace to Society. Ah, donc ça veut dire ce que ça veut dire. Mais c'est-à-dire que Menace Society, en fait, là où je te rejoins, c'est qu'il n'aurait jamais dû sortir parce que il a comment dire, les gars n'ont pas compris la morale du film où son grand-père lui répétait, hey, Kenny, c'est pas comme ça, tu vas mourir si ça continue. Et en fait, moi et mes gars qui étaient des gars un peu bienveillants, on a été impactés par la fin du film. Quand le mec est mort. De quoi? Mais quand Kenny Ken est mort. Voilà, parce que le mec, il a tabassé le. Il aurait fallu un personnage. Il aurait fallu un personnage comme Laurence Fishburne dans le père de. Ouais, c'est ça. C'est lui qui aurait. Si lui, il avait été dans Menace to Society, ça vous aurait éclairé et changé la donne. La chose, c'est que les gens se sont basés sur O-Dog. Les gens ont dit O-Dog, il est trop fort. En fait, ils sont focalisés que sur O-Dog. Et moi, le truc, c'est que moi, je me suis focalisé sur Kenny Ken et son déclin. Quand à la fin, il est mort, j'ai dit, mais frère, si tu avais écouté ton grand-père. Mais le truc, c'est que le reste des gens des cités, c'était la manière dont O-Dog tenait son arme, son gun. Les mecs sont inspirés que de ça. Et du coup, ça a fait des ravages de malade dans ma génération, ce film. Alors que dans Boys in the Hood, tu vois le mec à la fin, il quitte son quartier avec sa meuf, ils vont à l'université. Là, le gars que tu dis dans Menace to Society, parce qu'il y a Jada Pinkett, il doit partir avec elle à le quartier. Il protège l'enfant de Jada Pinkett qu'elle a eu avec un mec en tôle. Il se fait tirer dessus. Donc c'est une fin tragique. Alors que dans Boys in the Hood, il y a de l'espoir. Ouais, il y a pas de. Il s'en va lui, même si Ice Cube il se fait buter, ok, mais non, mais Trey lui, il s'en va avec sa copine, ils vont à l'université. C'est ça qui est bien. Dans Boys in the Hood, c'est moi, pas je dis la vérité. Tony Montana où Tony Montana il se fait buter, il se fait flinguer à la fin. Les mecs ils crèvent à la fin, les gars. Ouais, mais Essimi, regarde. Moi, je trouve que dans Boys in the Hood, moi personnellement, et pas mal de gars de ma génération, on l'a trouvé lisse. On l'a trouvé un peu lisse. C'est-à-dire que parce que vous avez pas vu parce que vous n'avez pas vu la dimension politique du film. Ouais, c'est ça. C'est que oui, non mais je suis d'accord avec toi. Il n'y a pas dans Menace to Society. Ouais, et le message politique, il est ramené. Et le message politique, il est ramené par le personnage du père, Laurence Fishburne. Oui, je suis d'accord. Dans Menace Society, tu as vu, risque de te choquer. Moi, je trouve qu'il y a un message politique dans Menace Society. Parce que le message politique, c'est quoi? C'est la condition des Noirs aux États-Unis. C'est-à-dire que dès le départ, quand tu vois. Attends, regarde, laisse-moi finir. Dès le départ, quand tu vois que Kenny Ken, il est petit, son père, il est en train de jouer, je sais pas quel jeu de cartes avec ses amis, et qui bute son pote comme ça devant lui. Son père, il bute son pote pour une histoire de jeu de cartes ou je ne sais quoi. En fait, ce film, il révèle la condition des Noirs aux États-Unis en 1993. C'est-à-dire que, et en fait, ça fait un écho à leur culture, en fait. Les mecs vivent comme ça. C'est-à-dire, leurs parents vivaient comme ça, en mode gangster. Et eux, en fait, ce ne sont que la continuité de leurs parents. Et les États-Unis les ont laissés. Ce personnage-là, tu l'as du mec un peu gangster, tu l'as Ice Cube dans Boys in the Hood. Ouais, c'est clair. Mais en plus, le personnage dont je te parle, là, son père, là, qui bute le mec au départ, c'est Samuel L. Jackson, hein. C'est Samuel L. Jackson qui est dans ce film-là. Tu vois, comme tu le sais. Et en fait, pour moi, ce film-là, mais carrément, il est truffé de messages. Mais le truc, c'est que les gens n'ont retenu que la violence de ce film. Mais ce film-là, il est truffé de messages. C'est-à-dire que mais pas assez marquant. Oui, mais il est léger, le message.
Regarde, Il y a O-Dog, pas, en il y a fait, pas. regarde, O-Dog, en vérité, O-Dog, O-Dog n'est que le produit, que le fruit de son environnement. C'est que ça, O-Dog. Tu le Comme il dit vois, dans, tu le vois, tu le comme vois il dit dans le aussi film, avec le Renoir qu'on n'a Ice rien à Cube, c'est branler. pareil. Mais Ice Cube, c'est pareil dans Boys Zone. Avec ces gars qui glandent là. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais t'as vu? Mais parce que Comme je t'ai dit, Ice Cube, c'était. il utilise son flingue une fois pour venger la mort de son frère. Bling Ah, c'est bling. ça. Et après, Mais t'as vu, c'est tout. Mais vous avez des tueries, non, l'autre, il fait un drive-by shooting, bang, 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 et vous repartez. mais le truc, c'est qu'en vérité, je te dis, ouais, comme il dit Samba Doucouré, O-Dog est un sociopathe, bien sûr. Mais moi, je l'ai trouvé super bien réalisé. C'est comme ça que ça se passe aux États-Unis, en vérité. En tout cas, à cette époque-là, et c'était comme ça que ça se passait. C'était ça. C'était. Pour ceux qui y sont Non, ça allés, se passe. des amis à moi, ils nous ont dit, c'est clair, c'est comme ça que ça se passe aux États-Unis, c'est comme ça que ça se passe. Boys in the Tu Hood, vois, c'est plus et à cette réaliste. époque-là. Boys in the Hood, c'est plus réaliste. Et c'était tellement réaliste que ça a déclenché des émeutes. Oui, je suis d'accord avec toi, mais ça a déclenché des émeutes parce qu'on était encore à la fin début des années 90. Et là, et quand tu arrives en 93, il y a une autre jeunesse, hein, c'est la mienne. Et qui est en lien Ouais, mais avec t'étais les en anciens. 80, t'as 12 ans, t'as 12-13 ans, mec. Ouais, j'ai 12 ans, ouais, j'ai 13 ans, ouais. Mais moi, Bah ouais, mais le truc, c'est que. oui, voilà. Ah, mais, là, ce que je veux dire, c'est que j'ai 12-13 ans. Mais c'est nous qui peuplions les quartiers en France, les mecs de 12-13 Ouais, ans. mais C'était nous qui étions de dedans. 12-13 ans, mais vous avez la conscience politique, nanana, et tout ça. Bah, du coup, Hein? bah, moi, je te le dis, Quand la nation de l'islam, tu savais? Tu ouais, connaissais? j'étais au courant de la nation de l'islam. En 93, quand Snoop Dogg, il a sorti. Regarde, Mais Snoop quand Dogg, Snoop il Dogg, il a parle pas de sorti. la nation de l'islam dans Non, Doggy mais Style. attends, laisse-moi finir. Quand Snoop Dogg, il sort Doggy Style, il y a Farrakhan qui est là, qui dit que Snoop Dogg, c'est une menace pour la population noire. Il le dit clairement, il le dit dans un. Non, Et c'est moi, pas j'étais lui, petit. c'est pas lui, c'est pas Farrakhan. Non, 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 c'est Si Dolores Stoker, c'est Nana, Si Dolores Stoker qui veut faire, qui veut supprimer le label d'Esro. C'est pas Louis Farrakhan. Oui, il y a Louis C'est Farrakhan, pas moi Louis je te le dis, Farrakhan. je l'ai vu sur. Non, c'est pas, Attends, non, c'est pas Louis Farrakhan. laisse-moi finir. J'ai vu le discours il y a pas si longtemps. Comment dire, de l'influence néfaste du rap et tous ces rappeurs qui sont Ah là, oui, ça d'accord. qui Oui, parlent mal, mais, oui, mais il cible. Oui, non, mais. mais Oui, non, mais ça, il ciblait les rappeurs de cible l'époque. Snoop. Non, mais il cite pas Snoop. Il le cite pas. Snoop. Il ne le Non, mais cite pas, mais il dénonce la ciblait, mauvaise influence du gang. hein, Non, il ciblait le gangsta rap. Oui. Il dénonce la mauvaise influence du gangsta rap, ça c'est vrai. Mais il Ouais, ne c'est ça. cite pas Snoop. La personne qui fait le plus. Oui, mais. Non, mais j'ai pas mais dit. parce que tu me dis, non, mais parce que tu me dis Snoop et tout. Non, j'ai pas dit qu'il a cité Snoop. J'ai dit qu'il a ciblé Snoop à l'époque. Il a ciblé le gangsta rap. Le gangsta rap, c'est NWA et NWA qui n'existait plus. C'est pas. Il y a Death Row qui est arrivé juste après et toutes ces tendances-là. C'est ça qu'il ciblait. Ce rap-là. Non, mais il ciblait le néfaste du rap gangster, comme Public Enemy l'a fait dans son album en 94. Mais il disait que oui, à un moment, oui, le rap, il y avait ici. Ça lag. Il y avait certains qui. Ouais, moi je t'entends, tu m'entends? Allô, tu m'entends? Allô, tu m'entends? Ouais. Ok. Oui, moi je t'entends. Moi je t'entends, ouais. Non, il ciblait la mauvaise image que donnait le gangsta rap, mais il ciblait pas et déjà il y avait pas que simplement LA, il y avait aussi du gangsta rap à New York, Chicago, voilà, un peu partout. Il ciblait le gangsta rap, ok, mais il n'a jamais ciblé Snoop. Tu sais pourquoi? Parce que c'est lui qui met un terme à la guerre East Coast West Coast. C'est Farrakhan qui dit maintenant les gars, vous arrêtez. Donc tu vois, mais il ciblait, mais il a toujours été, c'est son rôle à Louis Farrakhan de prêcher la bonne parole, l'éducation des hommes noirs, quand il fait sa million de mètres marche en 95, voilà tout ça. Mais il a jamais ciblé Snoop. Non. Oui, je sais que ce film-là a fait des ravages. Oui, mais la personne qui a ciblé explicitement Death Row, Snoop, Dre, toute la vague Death Row, c'est Si Dolores Stoker, une femme active, lui, qui a cassé le contrat de Death Row avec Warner. Ouais, c'est pour ça qu'à un moment, Death Row, ils ont changé de musique disque, ils sont pas chez Universal. C'est Si Dolores Stoker qui ciblait les rappeurs, qui a fait casser le contrat de Death Row avec la Warner. C'est elle, c'est tout. Le reste, non. Farrakhan, il cible pas de rappeurs, lui. Ok. Quand Kanye West...
quand Kanye West fait ses délires, là, ouais, l'esclavage, c'est un choix, Farrakhan, Mhm. il le défend, il le critique pas. Mhm. Voilà. Bon, Ok. pour finir, tu Et disais? voilà, finissons, mon ami, parce qu'il est temps de finir. Il est presque 20 h, car il est 20 h Ouais, carrément dans pas longtemps. à Tout à l'heure, 3 heures, toi voilà, et moi. Ah, la 3 h, c'est de la folie totale. Et Incroyable. tout à l'heure, on parlait des films et des différents scénarios de films que certains verraient, comment dire, que certains verraient à la place de scénarios de films, comme on peut le voir en France, sur les quartiers, Mhm. tout ça. Et là, enfin, pour finir avec ce On dont est je là, parlais. Tissot, c'est bientôt fini. Attends, excuse-moi. À Tissot, c'est bientôt fini, là. Il n'y a que 5 minutes. Je dis, ouais, tu vas Voilà, écouter pour 5 exactement. minutes. Voilà, Voilà, c'est tout. exactement. Donc, est-ce qu'il serait pas temps de faire des films sur les héros de l'histoire africaine, tels que Si, Sankara, bien sûr. Fanon, Cheranta Si, Diop, Kwame bien sûr. Nkrumah, Bien sûr. les Il faut, militants, en il y a France, eu, regarde, en France même les militants du MIB, les Black Panthers en France. Est-ce qu'il serait pas temps aujourd'hui de faire des films sur eux tous là, à si, la place de mais films, si, si, à la place de films sur les quartiers et tout ça quoi. Est-ce qu'il si, serait pas temps? Mhm. si, bien sûr. Il faut les faire, mais faut des producteurs. C'est nous-mêmes s'il y a de plus en plus de producteurs noirs, comme l'a dit Claire, qui a cité Laurence Lascari et d'autres, Mhm. et consorts. Si on a de plus, Sébastien Onomo, s'il y en a de plus en plus, ouais, c'est eux qui vont financer ce genre de film. Avec un bon Mhm. script. Parce que le plus important dans le cinéma, ça reste quand même le script, le scénario. Mhm. C'est le Graal. Donc voilà. Pour finir maintenant, le Oui, Covid-19. Le oui, Covid-19. oui. Dis-moi brièvement comment tu vis ton confinement. Ça va. Je suis pas à plaindre. Ça va? Mhm. Ouais. Je suis pas à plaindre. Et, Je suis pas à plaindre. Ça va. et qu'est-ce que J'ai un grand qu'est-ce que tu penses appartement et du tout, donc ça va. Mhm. Et qu'est-ce que tu penses du fait que la France n'a pas assez n'a pas assez de masques pour toute la population française, alors on est dans le cinquième ou la sixième puissance mondiale. Ça, Alors ça, que ça, ça, des pays comme ça, le ça Maroc et montre. comme dans d'autres pays, ben Ça, ça voilà. montre. Ça montre la, la désorganisation, l'incompétence du gouvernement. C'est tout. Sommes-nous dans un, À tous les niveaux. sommes-nous dans un faux semblant d'organisation, selon toi? L'incompétence à tous les niveaux. En termes Mhm. d'organisation, en termes de messages envoyés, en termes de discours. En fait, ils infantilisent le peuple français. Ils ne disent pas la Mhm. vérité, donc voilà, ils se contredisent. Voilà. Non, ça montre leur incompétence. C'est tout. T'as vu, Essimi, on parle de ceux qui ne respectent pas le confinement dans les cités, qui souvent engendrent des violences policières, alors que c'est pire sur Paname, avec des DJ, comme par exemple des DJ qui font des fêtes avec des gens qui dansent, sans violence policière. Mm. Quel est ton avis sur comment dire, cette différence de traitement entre. Bah, c'était clair que ça allait impacter. C'était clair, ça revient à ce qu'on parlait tout à l'heure. C'était clair que ça allait Mhm, impacter les plus pauvres, les mal mhm, logés, et en général, les mal logés en France, quand le statut le plus précaire en France, sont les Noirs en mhm, premier et les Arabes ensuite. Donc, c'est les quartiers mhm, populaires qui peuplent essentiellement les quartiers populaires. Donc, c'est logique. mhm. Ce qui Et se passe n'est qu'une suite logique. Moi, je suis même pas surpris. Hein. mhm. Et tu Voilà. vois, lorsque les policiers dans les quartiers, enfin certains en tout cas, arrivent vers les jeunes, enfin on a vu différentes vidéos de violences policières. Et lorsque Ouais, c'est j'en ai sur vu pas mal. Paname, avec politesse, messieurs, mesdames, est-ce que vous pouvez partir s'il vous plaît? Toi, t'observes quoi à travers ça, cette différence de traitement, on va dire? C'est que le regard, c'est-à-dire que, alors je vais parler que pour moi et que pour la communauté, c'est que Mhm, et c'est l'image du noir en fait en France, mhm, qui a une image de, de bête sauvage, comment je pourrais dire ça, de fait peur, il faut maîtriser le corps noir, il faut le dompter, voilà. mhm, Et les violences policières, c'est que ça. Comment maîtriser mhm. le corps noir? C'est ça. Attends, ça lag un peu. Ouais. Ouais. Ouais, vas-y, Tu m'as répète, parce que entendu? là, ça, j'ai rien entendu. J'ai pas Ouais, ouais, entendu, ouais. vas-y, dis-moi. Non, je disais, l'image, c'est comment maîtriser le corps noir. Comment détruire le corps Mhm, noir. C'est que ça. mhm.
Ma dernière et dernière question. Là, c'est la dernière des dernières des dernières. Parce que là, carrément, il est Oui. 20h et les gens sont en train d'applaudir. Et en plus, il y a des gens Merci. il y a des gens qui se connectent, hein. Ouais, qui se connectent, ils sont en train d'arriver là. Il y a Nadia Deep, il y a Kim Coast, mes deux journalistes préférés. Merci, mon ami, c'est gentil. Mon ami, Assa Traoré dit qu'il faut arrêter de taper sur les familles nombreuses qui ont du mal à se confiner car ils sont dans des petits appartements et non seulement ils sont pauvres, mais ils ont des petits appartements, et leur situation sociale elle s'aggrave à cause du Covid-19 car il n'y a plus de boulot et toutes ces choses-là. Et comparé à des familles plus favorisées qui sont dans des grands appartements, dans des grandes maisons avec jardin. La précarité encore, je te parle de la précarité, oui, de la précarité. Je te parle encore de la précarité, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport au rapport qui était sorti dans le magazine Marianne au début des années 2000. La France noire. Ça s'appelait La France noire. Donc, voilà, ils avaient fait un rapport, ils avaient essayé des estimations. En fait. Et là, tu apprenais que les Noirs, c'était eux les plus précaires, du mal à trouver un logement, de bien se loger, du mal à trouver un boulot. Donc, tu as tout compris. C'est les plus précaires qui sont impactés par le coronavirus, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Voilà. C'est clair. L'homme fort, j'ai été content de converser avec toi 3 heures. Moi aussi, c'était un plaisir. C'était un plaisir et il y a eu beaucoup de choses à dire et tu as vu, ça s'est passé comme dans un scénario de film. Tu as vu, il y a eu l'introduction, il y a eu l'intrigue, il y a eu le moment compliqué, il y a eu le moment chaud. Ensuite, on a terminé calmement et tout doucement. Et il y a eu nos moments où on s'est dit, vas-y, comment ça? Non, mais écoute, non, mais c'est pas, voilà. Et c'était disons-nous les choses avec monsieur Msimi Mwege de Ubiz News. Mevege, excuse-moi. Disons-nous les choses avec Msimi Mevege, Ubiz News, OM5, Canal Plus Afrique. Grand merci à toi, mon ami. Et de toute manière, c'était un plaisir. Quand on sera déconfiné, je t'inviterai avec tes collègues pour venir dans nos studios pour qu'on discute un peu de plein d'autres choses encore. Tu vois, ça sera intéressant. Il n'y a pas de souci. En tout cas, ça fait un moment donné qu'on devait programmer ça. Tu as vu? Exactement. Voilà, ça se fait. Et puis, de toute manière, voilà, il y aura d'autres intervenants qui vont arriver. Assa Traoré, à la Kanouté. D'accord. Je regarderai. Voilà, pas mal d'autres gens. Et puis, jeudi prochain, depuis jeudi prochain, il y aura monsieur Épée Dingdong qui se fait appeler. C'est le grand frère à Driver qui a sorti un livre sur les mixtapes. Ouais, Driver. Ouais, Épée, mais Épée, c'est mon gars. Voilà, Épée, il a sorti son livre sur les mixtapes, l'histoire des mixtapes aux États-Unis, en France et toutes ces choses-là. Et on va en discuter jeudi prochain à 17h. Comme fort, je te remercie. Ce fut un très bel échange. Et de même, c'était un plaisir. Merci de m'avoir reçu. Il n'y a pas de problème, mon frère. Ça devait se faire depuis et ça se fait. Et puis... Ouais, ça devait se faire depuis. Mais là, c'est bien. Y a pas de souci. Voilà. Mais là, on s'est posé 3 heures et calmement, quoi. Donc, fort, je te remercie. Hein, c'était cool. Ok, merci. Bon courage à toi. Ciao, ciao. À plus, bye. Ciao. Hervé Mbougen, c'est fini. T'avais qu'à être là avant. Monsieur Mbougen, il est toujours en retard. C'est incroyable. Le gars, il vient au termine. Monsieur Mbougen de griou.com, c'est un site internet d'info qui a beaucoup compté dans les années 2000. Beaucoup, j'ai écrit pour eux et tout. Trop tard, Hervé. Au revoir. T'avais qu'à être là avant. Voilà, merci à tous. Aboubacar. Merci, mon frère. Ciao.